Bonsoir Marcel Zoumenou. Bonsoir cher ami confrère. Merci d'être l'invité d'Africa Globe TV, une web TV qui est basée à Dakar au Sénégal, et nous avons l'honneur aujourd'hui de vous recevoir dans notre émission. Alors avant de commencer, je vous laisse le soin de vous présenter à nos internautes. Merci cher ami confrère. Et moi c'est Marcel Zoumenou, je suis journaliste depuis une vingtaine d'années. Je suis l'actuel directeur de publication du quotidien La Nouvelle Tribune. Mais en dehors de ça, j'ai d'autres responsabilités au niveau de nos organisations professionnelles. Je suis l'actuel secrétaire général de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Alors, Marcel Zoumenou, comme vous le savez, la presse, c'est l'un des piliers de la démocratie. On peut même dire que c'est une unité de mesure de la démocratie. Quand les pouvoirs changent, parfois ça a des répercussions également sur la presse. Alors, comment se porte la presse béninoise aujourd'hui? Quels en sont ses défis? Alors, et merci beaucoup cher ami Frédéric. Et pour parler de la presse béninoise et des défis actuels, j'ai fait tout récemment une caricature dans une conférence aux jeunes journalistes. J'ai présenté la presse béninoise comme une maison dans laquelle, arrivé à un moment donné, les habitants eux-mêmes ont commencé par héberger des étrangers. Et parce que le patron de la maison est mort, et donc les enfants à un moment donné hébergeaient des étrangers. Chacun pouvait faire ce qu'il voulait. Les étrangers eux-mêmes sont venus et ont invité d'autres amis qui sont venus s'héberger dans la maison. Qui sont ces étrangers? Alors, je vais finir la caricature, je vais vous expliquer. Et puis, arrivé à un moment, il n'y avait plus aucun ordre, puisqu'il n'y avait pas de patron. Chacun pouvait venir, même les gens des maisons voisines pouvaient venir dormir. Et comme il n'y a plus d'ordre, à un moment donné, le désordre a fait que les habitants eux-mêmes ont fait démolir les murs de la maison. Et puis c'est devenu maintenant une maison ouverte où tout le monde, même des fous, peut venir héberger. J'ai dit que voilà le visage de la presse. Pour régler le problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut désigner maintenant une nouvelle autorité pour cette maison, chasser tous les étrangers qui sont venus héberger, les chasser leurs amis, refaire la clôture et mettre une guérite. Alors, cette caricature, pour l'expliquer, c'est quoi? C'est que moi, je fais partie de ceux qui disent que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous sommes les premiers responsables. Parce qu'à un moment donné, nous avons des tests que nous n'avons pas voulu respecter. C'est-à-dire les professionnels des médias. Les médias eux-mêmes. Nous avons laissé la corporation se faire envahir par des gens qui n'avaient pas du tout leur place dans la profession des journalistes. Ceux-là, ayant pris goût à faire du désordre, à avoir des pratiques professionnelles indignes, ont suscité d'autres personnes qui ont dit, mais si ceux-là aussi sont devenus journalistes, nous-mêmes on peut devenir journalistes. Et aujourd'hui, on a plus d'allotons de gens qui ne devraient pas se retrouver dans cette corporation que de gens qui devraient s'y retrouver. Et comme ils sont venus, ils sont majoritaires, ils ont démoli tous les balises, les principes de la profession, ils ont démoli tout. Et donc de loin, tous ceux qui nous observent de loin voient que c'est une maison qui n'est plus saine et les gens ont peur de venir vers nous. Comment se comportent-ils, ceux qui ont fait intrusion dans le métier? C'est quoi leur comportement concrètement? Leur comportement, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont aucun comportement de journaliste. D'abord, c'est des commerçants. Ils ont une information. Ils ne traitent pas de façon professionnelle les informations. Ils balancent les informations juste d'une source contre une source. Et quand ils sont en faute, ils sont capables de réécrire le contraire de ce qu'ils avaient écrit. Ils sont capables de prendre la brique d'information qu'ils ont de quelqu'un pour aller marchander. Et ils sont dans tous les mécanismes indécents possibles qu'on peut observer. Ce qui a amené le chef d'État à parler de vénalité. Il a dit dans un discours officiel que c'est un monde de vénalité. Et donc, si nous voulons aujourd'hui les défis auxquels la profession est confrontée, le premier défi, c'est le défi de l'assainissement. Moi, je continue de dire. Le premier défi, c'est le défi de l'assainissement. Le deuxième défi, c'est le défi
de reconquérir notre liberté. Parce qu'aujourd'hui, depuis 2016, le pouvoir actuel, comme je le dis, tel que les gens te voient, c'est comme ça qu'ils vont t'habiller, a profité pour saquer tout ce qu'on a comme garantie en matière de liberté. Donc, ce sont les professionnels qui ont prêté le flanc. Oui, c'est nous-mêmes qui avons prêté le flanc. Parce que si vous ne respectez pas les gens, ils vont vous voir. Et enfin, troisième défi, c'est le défi d'avoir ce qu'on appelle de façon triviale un modèle économique pour permettre aux acteurs de vivre de leur profession. Très bien. Alors, parlant de défis économiques, justement, la presse, théoriquement, elle vit de la publicité. Mais que représente la publicité dans ce pays, alors que quand même, il y a des journaux qui n'ont pas peut-être de publicité, mais qui continuent à exister? Comment cela s'explique-t-il? La publicité n'existe pas. Je vais te dire, ça n'existe pas. C'est-à-dire que ça n'existe pas de façon officielle. Et parce qu'on n'a pas réorganisé ce secteur, on n'a pas officialisé les choses. Donc, le peu de gens qui font de la publicité, ils le font de façon informelle et confient ça à des agences qui les partagent au gré de leurs intérêts, au gré des amitiés et tout cela. Or, ce qu'on devrait faire, c'est d'avoir une régie publicitaire qui coordonne tout ça là, qui distribue la publicité, qui paie la publicité à la taille de ce qu'elle doit payer et qui permet aux médias de gagner de l'argent à partir de la publicité. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Aucun média aujourd'hui ne peut vous dire exactement qu'il base ses ressources, ses mobilisations de ressources sur la publicité. Et comment on fait pour subsister? Alors, on subsiste dans un environnement informel où on fait avec tout. On est obligé parfois de monnayer des informations qu'on ne doit pas monnayer. Parfois, ça donne au chantage. Ça marche bien. Parfois, de plus en plus, ça marche. Et puis, en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle, ça la communication ici, ce que j'appelle les articles payants. C'est ça qui inonde la plupart de nos médias aujourd'hui. 80% des articles ou bien des informations que vous voyez dans nos médias sont des articles. C'est-à-dire des articles de quelqu'un qui, depuis la source, oriente les angles de traitement pour que ça soit en sa faveur. Et là, lui, il dit, bon, si vous faites ça comme ça, moi, il vous donne quelque chose. Donc, c'est ça. Ce n'est plus de l'information parce que ce n'est plus neutre, ce n'est plus traité de façon professionnelle. Et donc, tous les journaux s'en abreuvent aujourd'hui. Malheureusement, pour être honnête avec vous, notre journal Nouvelle Tribune aussi est obligé de faire un peu, même si chez nous, on fait l'effort pour que ça ne soit pas flagrant et majoritaire. Les trucs payants ne sont pas majoritaires chez nous. Oui. Mais la plupart des médias aujourd'hui sont obligés de faire ça aujourd'hui pour survivre. Alors, et quelles sont concrètement les relations du pouvoir en place avec la presse? Alors, le pouvoir actuel, ceux qui ont pris le pouvoir en 2016, j'ai l'impression qu'ils regardent un peu la presse de haut. Les réactions officielles qu'on a eues sur la presse venant du chef d'État ne sont pas bonnes. Les 2 ou 3 fois, il a parlé de la presse et en tête d'un groupe de personnes qui, à la limite, qu'on voit comme des malfaiteurs, pas des gens qui apportent quelque chose au développement du pays, mais des gens qui sont un problème, qui sont des cas sociaux, des gens qui n'ont rien, qui sont obligés de s'adonner à des pratiques indécentes pour survivre. Et donc, pour moi, et à travers les actes que le pouvoir actuel a posés vis-à-vis de la presse, je constate et je pense comme beaucoup d'acteurs que la presse bédouine n'a pas une bonne presse auprès du pouvoir actuel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait essentiellement 2 ou 3 choses. 1, ils ont supprimé tout ce qui pouvait venir de l'État. Avant, il y avait ce qu'on appelle l'aide de l'État à la presse privée. Depuis que le pouvoir de Patrice Talon est là, ils ont supprimé, ils n'ont donné aucune aide. Ils ont supprimé ce qu'on appelait dans l'ancien temps les gombos en griffe, c'est-à-dire les communications, les contrats de communication que les sociétés d'État, les ministères pouvaient faire avec des journaux. Ils ont supprimé tout ça. Et quand ils ont fini de faire ça, ils ont remplacé par quelque chose qu'ils appellent contrat de gouvernement, c'est-à-dire vous signez un contrat et vous acceptez que vous n'allez rien dire pour égratigner le gouvernement. Et c'est ce que moi j'appelle ce contrat d'aliénation de la presse. Et beaucoup d'organes l'ont signé.
Et donc, ça les lie les mains, la bouche et tout. Donc, vous signez ce contrat avec un montant dérisoire même. Et puis après, le pouvoir a jugé utile de réduire nos espaces de liberté. Ouais. On a lutté pendant des années pour que les délits de presse soient dépénalisés, qu'il n'y ait pas de presse privative de liberté. Mais ils sont venus, ils ont contourné l'existant qui est le code de l'information et de la communication. Ils ont fait sortir un code de numérique qui, a priori, ne connaissait pas le secteur des médias, mais qu'on a commencé par appliquer aux journalistes et qui a fait que depuis 2016, une bonne dizaine de journalistes ont été déjà en prison à cause de ce code du numérique. Donc, ça veut dire on vous prive de moyens financiers, on vous prive de liberté. Et le tout est, le cocktail est bien fait avec des menaces, la criette qui est devenue un instrument qu'on utilise pour vous dissuader quand vous êtes sur des sujets sensibles. Le dernier cas, c'est le cas du confrère Vigile Amancé qui, après avoir écrit un article sur les exécutions extrajudiciaires par la police, se retrouvait être un client de la Cour de répression des infractions économiques, qui est un tribunal qui devait connaître des dossiers de crimes de sang, de crimes économiques et de terrorisme. Un journaliste, pour avoir écrit sur les infractions, se retrouve devant ce tribunal et il a commencé sa navette depuis un certain temps, on ne sait pas quand est-ce qu'il va finir. Donc, en résumé, et moi je le dis, la tête de haut, le pouvoir du président Patrice Talon n'a rien apporté de plus à la situation, n'a rien fait de bon aux journalistes, au contraire, il a aggravé la situation des médias. Et au point où certains aujourd'hui, même s'il n'y a rien qui les fait peur, eux-mêmes s'auto-censurent, ils impliquent l'autocensure pour éviter d'avoir des problèmes. C'est à ce niveau qu'on est aujourd'hui. Et est-ce que justement il y en a qui sont peu ou près obligés de quitter le pays pour aller exercer leur métier ailleurs? Oui, je n'ai pas le point du nombre de journalistes accueillis de l'autre côté de l'Hexagone. Ah oui. Et si on avait des statistiques de l'OFRA, je crois qu'on a rencontré une dizaine. En tout cas, moi, je peux compter déjà à mon niveau 2, 3, 4, 5 déjà, qui sont déjà, on y a formulé les titres qui ont des titres de réfugiés en France. Et dans d'autres pays, on les retrouve, certains sont allés s'installer au Togo, d'autres en Côte d'Ivoire, d'autres en France et ailleurs. Donc on est plus libre que ça. Si tu veux faire du bon journalisme, que tu veux rester égal à toi-même, faire des productions qui vont déranger, tu n'as plus ta place ici. C'est ce qui est regrettable. Donc la Nouvelle Tribune, dont vous avez longtemps été le rédacteur en chef, avait quand même un temps libre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le journal est définitivement asphyxié. Est-ce que vous-même, votre pratique a dû évoluer par la force des choses? Je dois vous dire que depuis qu'on a repris avec nos parutions, et pour ceux qui font attention à notre journal, on doit constater que nous-mêmes, on a dû mettre un peu d'eau dans notre vin. Un peu seulement. Un peu seulement. Et peut-être que la situation peut nous amener à encore ajouter une petite quantité. À diluer votre vin. Sinon, si on ne fait pas ça, on ne peut pas rester.